cela étant, tous les manquements que tu as soulignés, on peut les mettre sur le coût d'un enfant qui est en train de grandir. Parce que je dirais que l'État est en train d'apprendre le secteur non pétrole. C'est vrai qu'on va dire qu'il est né depuis, mais pourquoi c'est maintenant qu'on l'apprend? C'est maintenant que l'État essaye de recouvrer les recettes non pétrole pour essayer de combler le budget. C'est un peu le contexte économique actuel qu'on a qui nous pousse à aller vers ce secteur-là. Je pense que si tu as d'autres propositions à nous faire, elles seront les bienvenues. Merci. Pour vos questions, je n'ai pas retenu votre nom. D'accord, Georges. Je n'ai pas très bien compris la première préoccupation. J'ai parlé des banques, oui. Vous pouvez reprendre ce que vous voulez vraiment que je reprenne? Je disais, concernant les banques, tu as donné le rôle des banques. Ce que j'ai retenu, c'est que les banques sont beaucoup plus commerciales. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une banque commerciale fasse ce qu'une banque d'investissement fait. Aussi, en tant que banque commerciale, on peut c'est effectivement que dans la corporation telle que nous évoluons ici au Congo, il y a beaucoup plus de banques, beaucoup plus. Il n'y a quasiment que des banques commerciales, il n'y a pas de banque d'investissement. N'empêche que ce sont des banques qui, à certaines conditions, peuvent apporter des financements aussi, puisque nous l'avons déjà fait. Le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir, parce que le marché, la demande est présente, il est déjà arrivé que malgré le fait que nous soyons commerciaux, nous puissions lever des fonds à hauteur de 100 millions de dollars par exemple, ce que ni la réglementation COBAC ne peut permettre, mais ce que les banques peuvent faire, par exemple en allant chercher des financements sur des marchés extérieurs, parce que on est des banques rattachées à certains groupes et que nous pouvons, à travers nos filiales qui sont présentes dans les marchés en Europe, qui peuvent aider à ces levées de fonds, nous arrivons plus ou moins à répondre. C'est vrai que ce sont des opérations qui sont assez rares, mais que nous faisons quand même, parce que y a aucune autre possibilité pour pouvoir le faire sur le marché. Et c'est vrai que par rapport aux exigences de la réglementation, nous ne pouvons pas aller sur des durées importantes de plus de 5 ans, ou 7 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, comme ça pourrait le nécessiter, parce que nous n'avons pas pour rôle de pouvoir financer et nous n'avons pas aussi les ressources qui nous permettent en fait de couvrir des financements sur d'aussi longue durée. Donc ce sont les entreprises malheureusement qui prennent les coûts parce qu'on peut faire ces financements-là, mais on sera dans l'ordre de 5, 7, 8 ans, 10 ans maximum par rapport à ce que la réglementation nous permet de faire. Donc oui, nous sommes des banques de détail parce que ça reste des opérations assez je ne vais pas dire ponctuelles, mais assez rares, mais qui se font quand même, puisque nous sommes aujourd'hui quasiment les seules institutions qui pouvons porter ce genre de financement. C'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir se faire, mais on peut le faire. C'est pour ça que les conseils aujourd'hui aux entreprises sont recommandés pour que ces dernières en fait sachent comment il faut négocier et pour, par exemple, obtenir des financements sur des durées raisonnables. Pour les financements, maintenant, en ce qui concerne la réglementation d'échange, oui, c'est une réglementation qui devrait aujourd'hui faciliter la vie aux banques. Devrait, je dis devrait,
parce que il y a de nouveaux chapitres avec je veux dire des changements qui devaient normalement aider dans la pratique quotidienne de nos activités, mais malheureusement c'est pas encore le cas parce qu'on est plutôt dans un cadre d'apprentissage, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes d'interprétation. Elle a été mise en route, mais toutes les parties prenantes ne sont pas encore assez bien outillées dans l'interprétation, et du coup, les opérations qui devaient par exemple se faire en 48 heures, aujourd'hui, nous passons parfois une semaine, une dizaine de jours, ou même parfois plus, pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais moi j'ai foi qu'une fois que la compréhension sera faite de toutes ces normes-là, une fois que les différentes parties vont pouvoir parler le même langage, oui, à ce moment-là, ce sera une bonne chose, autant pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, ça a arrêté la spéculation. On a eu par exemple dans le cadre des transferts de fonds, des niveaux de coûts qui étaient devenus, parce que le marché était libre depuis plusieurs mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une banque pouvait faire son transfert à 7-8%, une autre à 5%, une autre même, on arrivait parfois à des coûts de 10%, ce qui n'était pas intéressant pour les entreprises. Aujourd'hui, cette réglementation a permis de normaliser déjà toutes les institutions sont au même niveau de coût, mais n'empêche qu'il y a la disponibilité des devises, comme je l'ai souligné, qui ne permet pas toujours à toutes les parties de pouvoir répondre comme il se doit à ce qui est écrit dans cette réglementation de change. Mais ça reste en fait, ça va être une évolution. C'est vrai que depuis 2 mois, au début c'était très difficile. Aujourd'hui ça commence à évoluer à un rythme un peu plus intéressant et on espère que ça va continuer ainsi. On va prendre toutes les questions et reprendre par la suite. Donc on collecte d'abord toutes les questions et on va procéder à la phase de réponse. Merci. Alors je pense que dans les perspectives, j'ai essayé de proposer des éléments de réponse. Il faut dire que le premier point, c'est que l'État doit songer à élargir l'assiette fiscale. Dans nos économies, une bonne partie des recettes ne vient pas nécessairement des grandes entreprises, mais du secteur informel. Il faut pouvoir prendre des mesures pour tirer ce secteur de l'informel et le formaliser. Et l'un des points, disons l'un des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, c'est l'instauration de la facture sécurisée. Je sais de quoi je parle. À elle seule, cette facture peut essayer d'apporter à l'existant, donc aux recettes actuelles, peut-être plus du tiers de ces recettes. En complément, c'est possible. Essayons juste de faire le profilage de tous ces contribuables qui sont au grand marché, ceux qui sont vers la foire et autres. Et essayons de leur appliquer ne serait-ce que cette obligation d'émettre désormais une facture pour toutes les transactions. Et essayons d'imposer à toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, de n'accepter que des fournisseurs ou des prestataires ou des partenaires qui émettront des factures sécurisées. Et essayons d'arrimer à tout cela un ensemble de sanctions à la non-application ou au non-respect de ces mesures. Vous verrez que les uns seront les policiers des autres. Je suis total, je vais travailler avec toi, mais à condition que tu émettes une facture sécurisée. Ça voudrait dire que tu dois se faire identifier et les factures sécurisées sont dans une chronologie ininterrompue. Vous verrez qu'en un rien de temps, les choses marcheront. Et puisque les pratiques sont transversales, on
va juste copier ce qui a marché chez les autres et l'implanter ici. Depuis 2016, la structure technique qui a travaillé sur la mise en place de la facture normalisée en Côte d'Ivoire m'a contacté depuis 2016. J'ai fait un courrier officiel à la Direction générale des impôts depuis 2016. Imaginons que cette mesure a connu un début d'application et qu'en 2019, cette mesure entre dans sa phase d'application effective. Je vous assure que dans 2 ou 3 ans, nous pourrions, en plus des recettes du secteur pétrolier, n'est-ce pas, trouver de nouvelles recettes qui viendront en compensation. Au point où, même si le pétrole revient à sa phase initiale, ben, nous aurons eu des éléments additionnels pour appuyer le budget de l'État. Donc c'est cela. Si l'État initialement n'a pas pu prendre des mesures idoines pour renflouer ou donner un entrain au secteur hors pétrole, je ne dirais pas que ce n'est pas de sa faute. Et si aujourd'hui cet État veut redorer le blason, nous, conseil, nous, académie, nous devons être en mesure de, n'est-ce pas, le soutenir dans cette démarche. Je sais qu'au-delà de ces explications, tu as encore des choses que tu pourrais ajouter. Voilà ce que je peux dire. Merci. Je remercie cette initiative prise par Dior de créer cette académie qui permettra de relever les pratiques comptables, financières et autres au Congo. Ces genres d'académies existent partout dans les grands pays pour permettre de relever le niveau d'éducation comptable et financière. J'ai 4 questions, chacune s'adressera à chaque panéliste. Je commencerai par le président. Voilà. Ce ne sont pas des questions de fond, ce sont juste des questions. C'est la première édition de cette académie. C'est une question de connaissance. Et ces questions permettent, les réponses à ces questions permettront aux jeunes qui sont là mieux que saisir le domaine dans lequel nous sommes. Je voudrais demander à Dior, est-ce qu'un expert comptable, celui qui exerce le métier d'expert comptable en profession libérale, peut également exercer le métier de commissaire aux comptes? Je vois, il sourit quand il voit ce que je suis en train de dire. Bon, la deuxième question, elle est adressée à Madame Sandrine. Je suis banquier de formation. J'ai évolué dans plusieurs banques. Je voudrais juste demander que Madame Sandrine nous explique en quoi consiste la nouvelle réglementation d'échange. J'ai été frappé par cette réglementation d'échange le 23 juillet au 5 août. J'étais en Chine et justement j'utilise l'une de vos cartes business, entreprise. En pleine discussion ou en plein achat, je ne pouvais plus utiliser ma carte parce que j'ai atteint la limite qui m'était donnée autrefois de 10 millions. J'étais à 6 millions et quelques. Je ne pouvais plus utiliser cette carte-là. J'ai fait plusieurs recours à mon gestionnaire. Impossible. Voyez-vous, si je n'avais pas d'autres ressources à côté, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir dans un pays étranger si loin. Alors, j'aimerais que Mme Santé nous explique en quoi consiste cette réglementation d'échange. Le coût que j'ai subi m'amène à poser une deuxième question. Existe-t-il, je voudrais juste une question, une connaissance, existe-t-il une association des banques au Congo? Si
si cette association existe, est-ce que moi je peux saisir cette association pour demander que les dommages que j'ai subis me soient réparés? Troisième question à Paul. J'ai fait ma formation, j'ai commencé mon cursus à Abidjan. En Côte d'Ivoire, j'ai fait mon BTS qu'on appelait à l'époque, en 1996, comptabilité-gestion. Et dans mes cours de comptabilité, on avait des aspects fiscaux de la pratique comptable. Ce qui nous amenait à être, on est sorti comptable fiscaliste. Et ce qui nous permettait d'apporter de bonnes solutions aux entreprises. Depuis quelques années, moi je suis au Congo, j'évolue dans plusieurs domaines. Et dans le domaine éducatif, universitaire, je constate que la formation de fiscalité n'est pas administrée. Ce qui fait que beaucoup de comptables, je ne dirais pas des lacunes, manquent un tout petit peu de connaissances. Et vous remarquerez que ces connaissances se révèlent au niveau de l'administration. D'accord? Donc, c'est pour cela que je salue une fois encore l'initiative de Dior d'avoir créé cette académie pendant laquelle vous ferez des formations en fiscalité afin de permettre de donner une culture fiscale à tout le monde. La dernière question, excusez, je suis un peu long, mais nous sommes dans un débat, une conférence débat, nous en parlons. La quatrième question est adressée au contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion, c'est celui qui dégage des écarts à partir des prévisions et des réalisations. Alors, j'aimerais savoir la pratique qui est faite à Brasco. À Brasco, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, nous dire dans tel domaine, lorsque nous dégageons des écarts de coûts, voici ce que nous faisons. Première question. Et la dernière question, est-ce que au cours de votre carrière, vous arrivez à dégager combien coûte une administration ou un département dans une grande entreprise comme Brasco? Je prends l'exemple du département ressources humaines. Est-ce que vous êtes arrivé déjà à déterminer combien coûte ce département dans le budget de l'entreprise? Merci. Bienvenue pour nous. Ma question s'adresse à Madame Sandrine, toujours dans le cadre des finances. Hier, j'ai évolué dans une société avant de rentrer au bracelet du Congo. En matière de transfert de fonds, je vais me focaliser sur les transferts de fonds. J'aimerais comprendre parce que dans votre exposé, vous avez parlé des sociétés régales et casinos qui ont des sérieux problèmes pour avoir, faire venir peut-être la marchandise sur le sol congolais. Mais comme je disais hier, par le passé, quand tu émettais un transfert, moi quand j'étais dans le négoce, on faisait des transferts, il nous suffisait d'avoir le shift. Une fois le transfert exécuté chez nous ici, et on faisait un scan directement au fournisseur, à notre fournisseur à l'extérieur du Congo, pour confirmer le transfert. Mais en ce moment, nous constatons que bien que tu peux avoir des liquidités
dans le compte, vous déposez des ordres de transfert de fonds, mais l'opération a du mal à s'exécuter. On nous parle de rareté de devises. J'aimerais savoir quelles sont les opérations que la banque réalise après que le transfert est exécuté, enfin le compte est débité en interne chez nous. Quelles sont les différentes opérations que la banque commerciale du Congo effectue pour que le bénéficiaire, qui est notre fournisseur, reçoit le virement. Lara de Kéros Congo. Ce n'est pas une question proprement dite, c'est une préoccupation que j'ai. Alors, nous sommes dans la distribution et nous avons un réel problème qui se pose sur l'assujettissement de l'ASTI ou de l'IRPP sur le BNT. Alors, il nous arrive de travailler avec des prestataires qui n'ont pas de raison fiscale. Donc, soit pour, je m'explique, des réparations et entretiens, soit des groupes électrogènes, des splits et autres. Ils viennent faire ce qu'on appelle la prestation et après pour les pays, on a un réel problème. Quand je vais aux impôts, on me demande de payer de l'IRPP sur le benzine. Alors qu'à Brazza, eux, ils payent de l'ASTI. Donc en fait, nous sommes en confrontation à une même boîte qui exerce la même activité et on paye deux impôts différents. Donc si on peut m'aider dans ce sens de savoir, pour les prestataires qui n'ont pas de raison fiscale, quand ils viennent faire une prestation chez vous, quel est l'impôt qu'on doit prélever à ce dernier? Merci. Concernant le contrôle de gestion, il a dit que le contrôleur de gestion ne se contente pas juste des informations en interne. Il aurait aussi besoin des informations à l'externe. Maintenant, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui lui permet de pouvoir chiffrer des informations externes, telles que pour les entreprises sœurs, la Bralico. Vu qu'il n'a pas une maîtrise absolue du chiffre d'affaires soit réalisé par la Bralico, quel est l'élément qui lui permet de pouvoir chiffrer ces informations pour pouvoir faire son reporting? Merci. Ma question a porté sur le contrôle de gestion. Lors de son exposé sur le contrôle de gestion, vous avez invité les entreprises qui n'ont pas de contrôleur de gestion à avoir des ressources permettant d'assurer cette fonction. Et la question que je me pose, c'est de savoir plutôt, est-ce que aujourd'hui les facteurs qui font que les entreprises n'ont pas de contrôleur de gestion sont connus? Et est-ce qu'il existe des solutions justement pour amener ces entreprises à avoir des ressources humaines spécialisées dans le contrôle de gestion? Préciser le mode d'exercice de la profession. Il y a un exercice libéral et un exercice en société. À côté de cela, il est précisé les trois métiers de base de l'expertise comptable. Enfin, les trois métiers de base. Donc vous avez l'expertise comptable, le commissariat aux comptes et l'expertise judiciaire. Les métiers ne sont pas, on va dire, une incompatibilité au mode d'exercice. Le mode d'exercice, c'est simplement la façon d'exercer le métier. Et aussi bien un expert comptable libéral qu'un expert comptable en société peut exercer le métier de commissariat aux comptes ou d'expertise comptable, d'expertise judiciaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le commissaire aux comptes, quand vous regardez dans l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales, il est choisi dans la liste des experts comptables. Et les experts comptables sont soit des experts comptables libéraux ou experts comptables dans le cadre d'une société expertise comptable. Je ne sais pas si je suis d'accord. Ok. En quoi consiste réellement la réglementation de change ou alors pourquoi la
évolutions. Je vais peut-être répondre aux deux parce que je pense plutôt que c'est le second volet. La réglementation de change, déjà, à la base, ce sont des dispositions qui sont prises pour pouvoir encadrer le marché extérieur, donc la sortie de nos fonds, la gestion de nos devises de manière générale. Et à l'époque, en fait, c'était géré par la DGMRF. Aujourd'hui, il y a eu des évolutions qui ont été adoptées et qui ont été mises en application de manière obligatoire. Ce n'est pas une initiative des banques, mais c'est une initiative ce n'est même pas une initiative locale du marché national, c'est une initiative supranationale qui vient adoptée par la Banque centrale régionale qui régit toute l'activité au niveau du marché de l'Afrique centrale. Donc pourquoi il y a eu ces changements, pourquoi cette nouvelle réglementation et pourquoi cette application immédiate qui aujourd'hui porte encore beaucoup de confusion? Ça c'est mon avis personnel de par les échanges qu'on a pu avoir avec la Banque centrale locale, les échanges qu'on a pu avoir avec Yaoundé qui est, si vous voulez, le sommet qui oriente toutes ces applications-là. Je pense que déjà la première réponse, c'est la crise que connaît notre pays. C'est aussi la sécheresse des devises. Donc je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle réglementation vient pour éviter la sortie massive de nos avoirs, de nos devises et permettre en fait qu'il y ait une seule institution qui arrive à gérer toutes ces devises-là. Il y a eu beaucoup de changements déjà au niveau des banques, des institutions bancaires. Il y a à peine, toutes ces années jusqu'à il y a 2 mois, par exemple, au niveau de toutes les banques, il y avait la gestion des rapatriements. Les fonds qui venaient de l'extérieur, par n'importe quelle entreprise qui reçoit de l'argent de sa maison mère, par exemple, où le pétrole a été vendu, il y a une entreprise qui gère le pétrole ici et qui reçoit de l'argent pour sa gestion quotidienne, pour le paiement de ses salaires. Les banques commerciales géraient ces devises-là et pouvaient en fait pouvoir utiliser une partie pour la vente au niveau local ou encore au niveau de la corporation et aussi une partie pour pouvoir gérer les transferts courants de toute la clientèle qui en avait besoin. Aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas, parce qu'elle est très longue, cette réglementation de change, avec beaucoup de chapitres et beaucoup de volets, mais je vais prendre là où c'est beaucoup plus touché. Aujourd'hui, par exemple, les banques n'ont plus du tout la main sur la gestion des devises qui entrent, qui arrivent toujours par ce même canal. Donc nous avons l'obligation de pouvoir retourner toutes ces devises au niveau de la Banque centrale. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous recevons 1 million d'euros au niveau de la banque, nous avons l'obligation de déclarer cet argent et cet argent sera pris par la Banque centrale pour pouvoir en faire une gestion telle qu'elle le souhaite. Au niveau des banques, nous avons la possibilité de pouvoir utiliser seulement 30% de ces ressources qui arrivent et encore que nous devons justifier l'utilisation de ces 30% par beaucoup de documents demandés. Et donc ça, déjà, ce sont des choses qui sont aujourd'hui réglementées, qui ne dépendent pas de nous, gérées plutôt par les banques mères, qui sont les banques centrales de toutes les sous-régions. Et pourquoi je vais venir sur la question des produits
monétique. La carte, votre carte, pourquoi vous n'avez pas pu utiliser? Mais parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que UBA. Je suis passée par quelques banques de la place, moi aussi, et je sais que dans chaque institution, il y a des produits adaptés à différents clients. Les cartes monétiques sont utilisées autant par les particuliers d'un certain type. Il y a des cartes qui existent, qui s'appellent Platinum, qui s'appellent Gold, qui s'appellent parce que l'utilisation n'est pas la même en fonction que ce soit un homme d'affaires, que ce soit un individu ou juste un fonctionnaire ou encore un salarié d'une entreprise. Mais aujourd'hui, nous sommes tous frappés par cette réglementation parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale a décidé, je pense, pour pouvoir réduire la sortie des fonds, que toutes les cartes utilisées au niveau local seraient plafonnées, par exemple, à un montant de 5 millions de francs CFA. Nous n'avons pas le choix, c'est déjà en vigueur. Nous sommes obligés de nous adapter à cette nouvelle réglementation. C'est-à-dire que si nous ne nous adaptons pas, c'est nous qui payons. Nous avons des sanctions. Il y a plusieurs banques de la place qui ont déjà payé jusqu'à plus d'1 milliard de francs CFA, sanctionnés par la Banque centrale parce que nous n'avons pas respecté un volet ou un autre de cette réglementation-là. Oui, et nous sommes obligés de revoir notre offre de ces produits-là. Tout ce qui était appelé Platinum, Gold, tout sera réduit à ce montant de 5 millions de francs CFA. Pour l'instant, il n'y a pas de recours. Il y a une association qui existe, oui, l'association des professionnels de banque. Cette association s'est déjà réunie plusieurs fois pour pouvoir déjà se battre contre les sanctions qui ont été portées aux banques, mais aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire par exemple de nos produits, les cartes que nous avons déjà vendues à nos clients, qui sera responsable des dommages, parce que nous avons vendu un produit qu'aujourd'hui ne peut plus répondre aux besoins pour lesquels certains consommateurs l'avaient acheté. Donc nous avons effectivement, il y a moins de 3 semaines, il y a eu une réunion qui s'est tenue au Tchad pour évoquer toutes ces questions-là. Il y a des demandes qui ont été soumises au niveau de la Banque centrale de Yaoundé pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y a eu plusieurs volets qui ont été discutés. Donc nous attendons ce retour-là pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous faisons pour nos produits, parce que nous aussi, ça nous met, nous sommes dans une position très très inconfortable. Et il y a aussi, comme on l'a souligné, je pense que je l'ai souligné lors de ma présentation, la mise à disposition ne fût-ce que de l'information, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne savent même pas que pour recevoir par exemple des fonds, pour pouvoir investir ou même vous augmenter votre capital, vous avez par exemple votre maison mère aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Brasco. Si Brasco aujourd'hui a besoin de, je sais pas moi, acheter une machine qui va rentrer dans le cadre de son investissement et que sa maison mère AMTN ou CFAO décide de le soutenir et doit recevoir de l'argent aujourd'hui, Brasco a le devoir de pouvoir déclarer cette entrée de fonds 30 jours avant l'arrivée sur le territoire. Sinon, ni la banque de Brasco n'a le droit de recevoir cet argent-là. Et tout ça, ça rentre, je ne suis pas certaine que les entreprises sont tous au courant de cette réglementation de change, donc mise à disposition de l'information au niveau des clients. Aujourd'hui, non. Il y a des transferts par exemple qui sont encadrés, comme le paiement des dividendes, qui ne peuvent plus se faire comme ça se faisait dernièrement. Aujourd'hui, avant de pouvoir faire une telle opération, il faut déclarer à la Banque centrale une trentaine de jours avant. Vous ne le faites pas, la transaction ne se fera pas. Et si une banque décide de faire quand même cette transaction, mais la banque aura à payer 100% de pénalité sur le montant de la transaction telle qu'elle sera exécutée. Je veux dire, ce sont des choses qui sont aujourd'hui faites
pas encore très encadré, mais les choses sont en train de se faire pour pouvoir, pour faciliter un peu la gestion autant au niveau des institutions financières que pour les entreprises. Le rôle de la réglementation, la nouvelle réglementation, c'est de réduire au maximum la sortie des devises. Après, ça reste aussi des points de vue personnels parce que nous sommes aussi dans une économie où nous importons énormément et c'est très difficile de pouvoir refaire ce matelas de devises comme ils ont l'intention de, enfin on a tous l'intention de le refaire parce que nous sommes tous dans ce marché. Mais pour moi, c'est le challenge que s'est fixé la Banque centrale régionale. C'est-à-dire qu'elle veut pouvoir gérer tout ce qui est sortie d'argent et tout ce qui est entrée d'argent, avoir un peu la mainmise sur tout ce qui entre et qui sort de nos différents marchés. Pour ceux qui ont pu suivre l'interview que le président a accordée à Canal 7, il a évoqué que l'académie va comporter un pool d'expertise pourrait mettre à disposition cette expertise de toutes les personnes, membres ou non membres de l'académie. Parce que l'académie devient, disons, une personne morale, et il y a des experts, personnes physiques qui sont partenaires, soit en tant que membres, soit en tant que personnes de ressources externes qui ont une expertise. Nous-mêmes, en tant que personnes physiques, cabinet conseil, nous mettons en avant ce volet-là, le transfert de savoir-faire, les formations. C'est de suivre nos échanges, aussi bien intra-académique que hors académique, nous mettons beaucoup l'accent sur la formation. C'est cela. Le 12 septembre, le Congo va abriter des journées relatives à du business. Voilà, j'ai vu ça sur Internet. Et l'un des points, c'est le capital humain. C'est le capital humain. Le premier élément, j'ai mon professeur d'anglais qui est passé au bureau hier pour une formation. Il m'a posé 3 différentes questions et je lui ai donné la même réponse. Il faut, à travers les formations, agir sur le mindset, l'état d'esprit des gens. Il faut transformer. Il faut le faire. Et c'est la formation, le transfert de savoir-faire qui va nous permettre de quitter le point A pour aller au point B et nous donner également cette force pour aller compétir. Aujourd'hui, le monde est interconnecté. On peut être au Congo et postuler à un job au Kenya, en Égypte, aux États-Unis. Mais si nous-mêmes, nous ne nous donnons pas les moyens nécessaires à atteindre le niveau optimal pour aller compétir, nous serons là en train de critiquer, en train de discuter, en train de tenir des débats qui ne tiennent pas. Vous voyez? Et ça, c'est aussi le rôle. Aussi bien, disons, tous les panélistes ont évoqué cet aspect en termes de perspective. Formation, formation et formation, rien que la formation. Et si vous aussi vous êtes un expert, voilà, un expert, donc on aura besoin de vous dans nos journées sectorielles, dans nos masterclass, dans nos toutes les activités qu'on fera, on aura besoin de vous. Que chacun puisse apporter ce savoir-faire-là pour qu'ensemble nous puissions participer à la marche ascendante du Congo à laquelle on aspire tant. Voilà un système d'analyse des écarts par rapport à une prévision, je sais comment nous arrivons à faire cette analyse en prenant l'exemple d'un poste de dépenses. Pendant que nous sommes dans un processus budgétaire de prévision, nous avons des hypothèses. Si je prends l'exemple des coûts du personnel, la direction va te dire, bon, l'année prochaine, comptons recruter tant de collaborateurs. Et par fonction, avec les niveaux des catégories données. Et nous avons l'existant de la base, nous allons faire une estimation et nous allons ajouter à cela ce qui est prévu pour l'année prochaine. Quand l'exercice commence, chaque réalisation mensuelle, nous analysons ce qui est réalisé par rapport au budget, par rapport aux hypothèses qu'on s'est dit lors de l'élaboration du budget. Et
si et seulement si vous constatez